des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 10e épisode de la saison 6 de Tranche de couple. Épisode qui s'intitulera Sans dessus, dessous. Petite explication de texte, l'expression sans dessus-dessous signifie un immense désordre dans lequel rien ne serait à sa place. On peut également l'employer pour désigner une personne qui serait très agitée, bouleversée par une nouvelle ou un événement. Vous allez voir, on est pile dedans. Exactement. Alors merci à toutes et à tous pour votre écoute. On est ravis de vous retrouver. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à continuer à vous proposer ce podcast régulièrement. Alors Max, un gros sujet d'actu, notre premier sujet d'actu qui est le même que la semaine dernière d'ailleurs, on va vous parler de la suite de l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique. Oui, alors il faut dire quand même on ne saurait échapper à ce sujet qui est quand même monstrueux. Et d'ailleurs, on vous fera un espèce de récap, mais c'est complètement non exhaustif parce que ça va extrêmement vite et puis ça part partout. C'est surtout complètement sans dessus-dessous, en fait. Exactement. Alors aujourd'hui, on vous parlera de la suite des tarifs douaniers, de l'attaque tout azimut contre les fonctionnaires et plus généralement l'administration fédérale, et puis de quelques-unes des polémiques en cours. Alors je commence tout de suite par un peu le lien avec notre épisode précédent où on vous avait parlé des sanctions économiques, des tarifs douaniers que Donald Trump avait annoncé mettre en place, 25% sur les importations du Canada et du Mexique et 10% pour la Chine. Alors finalement, on a eu en rétorsion un coup de pression du Mexique et du Canada qui ont mis en place des mesures de rétorsion, eux-mêmes mettant des tarifs douaniers à l'égard des produits américains. Et peut-être, probablement sous la pression de Wall Street, Donald Trump a annoncé qu'après avoir parlé avec la présidente du Mexique d'une part et le premier ministre canadien d'autre part, et le fait que tous deux ont fait des annonces pour en particulier sécuriser la frontière, entre guillemets du côté du Canada, c'était les mêmes annonces qui avaient déjà été faites à la suite de l'élection de Donald Trump, il annonçait un mois de répit sur l'application des droits de douane supplémentaires. Donc on n'est pas sorti de l'auberge pour reprendre notre titre de l'épisode précédent. Exactement. Alors l'idée, c'est que les membres de l'administration Trump pourront discuter avec leurs homologues canadiens et mexicains pour voir finalement ce qui doit encore être fait. Alors pour autant, au Canada, le boycott des produits américains reste de rigueur et il est très visible dans les magasins. En tout cas, on maintient la pression. Alors maintenant, du côté de la Chine, le gouvernement chinois, le président chinois a annoncé en rétorsion 15% de tarifs douaniers sur l'importation du gaz naturel liquéfié américain, sur le charbon et 10% sur le pétrole lourd, les équipements pour l'agriculture et les voitures électriques. Tiens. Il a annoncé également de nouvelles restrictions à l'exportation pour les minerais rares et les métaux qui sont nécessaires, comme vous le savez, pour l'industrie tech et pour l'industrie verte. Et il a également annoncé une enquête pour position dominante à l'égard de Google. Finalement, c'est quand même une réponse qui reste assez mesurée pour l'instant. Et il semblerait qu'à l'issue d'un coup de téléphone entre Donald Trump et le président Xi, il y aurait un report de la mise en œuvre de ces tarifs croisés jusqu'au 10 février. Donc, affaire à suivre, ça pourrait continuer. Alors du côté de Taïwan, vous vous souvenez, il y avait eu aussi des annonces de tarifs douaniers. Alors c'était un peu étonnant parce que Taïwan est quand même sous une grosse pression de la Chine. Les États-Unis sont d'habitude le grand frère. Il y a de fortes relations économiques entre Taïwan et les États-Unis. Et donc l'annonce de tarifs douaniers à l'égard de Taïwan, c'était quand même une vraie surprise. Il y a eu assez peu de réactions du gouvernement taïwanais sur ces tarifs douaniers qui concernent en particulier les semi-conducteurs. Le message du gouvernement taïwanais reste finalement c'est un partenariat gagnant-gagnant entre les États-Unis et Taïwan, puisque TSMC, qui est le plus grand fondeur du monde, produit finalement les semi-conducteurs qui sont essentiels pour les grandes entreprises de la tech américaine.
Et on se souviendra d'ailleurs qu'en 2020, sous la première administration Trump, eh bien, TSMC avait annoncé la construction d'une usine en Arizona. C'était un investissement de 12 milliards de dollars qui a été ensuite progressivement renforcé pour atteindre un total aujourd'hui de 65 milliards de dollars. Donc, ils ont quand même fait quelques efforts. Et là encore, on peut s'attendre à ce que les gros groupes de la Silicon Valley fassent du lobbying auprès de Trump. Alors, dernièrement, on peut peut-être se poser la question par rapport à l'Europe et au Royaume-Uni, parce que Donald Trump a fait des annonces comme quoi il y aurait des tarifs. Pour l'instant, on n'a pas de précision sur quoi ça portera, mais les Européens se préparent et c'était un gros sujet de discussion lors de la réunion informelle, la retraite informelle des chefs d'État et de gouvernement européens, le 3 février dernier. Suivez bien nos podcasts, le premier qui s'appellera Corones, ce sera celui sur les droits de douane sur l'Union européenne. Voilà, enfin on ne sait pas si l'Union européenne aura des coronesses. Mais justement. Alors ensuite, deuxième sujet, c'est le nouveau département pour l'efficience, DOGE, ou le démantèlement de l'administration fédérale. Alors rien n'arrête les équipes du DOGE qui sont conduites par Donald Trump, qui sont conduites par Elon Musk, qui littéralement a commencé à prendre le contrôle de tous les systèmes informatiques du gouvernement fédéral, y compris les plus sensibles. Alors ça a commencé par le département, en gros, des ressources humaines, et ils ont mis en place un programme pour globalement faire démissionner un certain nombre de fonctionnaires pour réduire la masse salariale des fonctionnaires en leur promettant 8 mois de salaire payé. C'est exactement la même méthode, d'ailleurs le même email que Elon Musk avait envoyé lorsqu'il a rejoint Twitter. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résultats. Je crois qu'il y a 2000 personnes qui ont répondu positivement, mais ils en attendaient plus de 20 000 ou 30 000. Alors ensuite, les finances, avec un accès au système du Trésor, donc le ministère du Budget. L'accès au Trésor, c'est l'accès à des bases de données du système de sécurité sociale, au paiement du régime médical Medicare, aux subventions et aux versements aux sous-traitants du gouvernement. C'est aussi l'accès complet au salaire des fonctionnaires, donc des informations qui n'étaient accessibles jusqu'ici qu'à une poignée de fonctionnaires triés sur le volet en raison de leur sensibilité. Alors à chaque fois, c'est la même méthode, ils prennent le contrôle et ils ferment les droits d'accès des fonctionnaires, ce qui pose naturellement de vraies questions sur la cybersécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, mais aussi la transparence, puisqu'il n'y a aucun contrôle de DOGE, y compris par les ministres. Et donc, en gros, Elon Musk n'est contrôlé seulement par Donald Trump. C'est le seul qui pourra lui dire non, quoi, en gros. Et comme dans les ministères, normalement, il y a un rôle particulier. Les inspecteurs généraux, c'est ceux vers qui les fonctionnaires sont censés se tourner lorsqu'il y a un problème. C'est pratique. Les inspecteurs généraux ont quasiment tous été limogés à la prise de fonction de Donald Trump, ce qui permet d'éviter les freins administratifs. Alors après le Trésor, c'est au tour du ministère du Travail que DOGE a tenté de s'attaquer. Alors pour l'instant, ça a été bloqué par une plainte auprès d'un tribunal fédéral. Alors c'est un gros enjeu parce que les équipes de DOGE et donc d'Elon Musk, ils auraient accès à des données hypersensibles, notamment sur les enquêtes qui sont menées à l'encontre des entreprises d'Elon Musk, mais également sur des données stratégiques concernant ses concurrents. Alors, c'est les syndicats qui sont à la tête de la plainte, notamment pour éviter que les données du ministère du Travail permettent d'accéder à tous les données sur les salariés qui ont droit à des mesures compensatoires en raison de problèmes de santé ou aussi aux plaintes qui ont été déposées par les travailleurs à l'encontre de telle ou telle entreprise. Alors on ne sait pas vraiment où cette croisade systématique pour accéder à l'ensemble des données de l'administration fédérale américaine s'arrêtera. On a lu cette semaine qu'ils avaient même accès au travers du département de l'énergie au service qui contrôle les armes nucléaires américaines, ce qui fait quand même un peu flipper. Super rassurant. Exactement. Ni même si les tribunaux réussiront à imposer des limites face à des intrusions qui restent quand même parfois très physiques. C'est-à-dire qu'ils virent les employés, ils s'installent dans les bureaux avec un canapé pour dormir et en bloquant physiquement les portes. Mais en tout cas, c'est une attente extrêmement grave au fonctionnement d'un État fédéral qui pose des millions de questions sur les conflits d'intérêts, sur le mandat, pour Musk qui reste un entrepreneur privé non élu, qui opère donc sans aucun contrôle démocratique par le Congrès américain. Et on peut d'ailleurs vraiment s'interroger sur le mutisme qui semble régner au Congrès sur tout ce qui se passe. Et notamment, est-ce que c'est des marionnettes de Trump? Alors du côté des républicains,
malheureusement, on s'en doutait un petit peu, mais du côté des démocrates, on peut se poser des questions sur l'absence de réaction. En tout cas, vu d'ici, hein, on ne voit pas tout, mais ça ne semble pas être hyper flagrant. Alors pour l'instant, mais c'est plutôt les États démocrates qui semblent vraiment agir et qui déposent en gros plainte sur plainte auprès des tribunaux. Alors la dernière nouvelle, c'est que ce samedi à 3h du matin, un juge a interdit par une ordonnance d'urgence, et temporairement du coup jusqu'à un vrai procès, Thank you, Jess, for the tip. L'accès aux données stockées au Trésor américain à toutes les personnes qui sont nommées politiquement, aux agents spéciaux du gouvernement, ainsi qu'à tous les employés gouvernementaux affectés à une agence extérieure au Trésor, donc DOGE. Alors c'est une ordonnance temporaire jusqu'à l'audience qui est prévue le 14 février. Elle précise également que toute personne qui ont accédé aux données des archives du ministère depuis l'investiture de Trump le 20 janvier doit immédiatement détruire toutes les copies du matériel téléchargé. Alors ça c'est plutôt rassurant quand même. Cette affaire a été à nouveau portée par les procureurs de 19 États américains qui estiment que l'administration a violé la loi en élargissant l'accès aux données sensibles du Trésor aux membres du personnel de DOGE. Mm-hmm. Les executive orders, troisième sujet, ça continue. En fait, on vous l'avait dit la dernière fois, Donald Trump, ça va très très vite parce que il signe en fait des documents qui ont été préparés par le projet 2025. Donc en gros, ces ultra-conservateurs américains qui déroulent un projet dont un on nous avait programme. dit que non, c'était pas du tout ce sur quoi serait basée sa présidence. Exactement. Alors, pour vous donner un exemple, le département USAID, en gros, c'est le département américain qui gère le budget de l'aide humanitaire américaine. Je crois que les États-Unis sont le premier donateur au monde. Ils ont complètement gelé toute cette aide et globalement sont en train d'exploser ce département, ce qui va accentuer les catastrophes humanitaires dans le monde parce que du coup, il y a toute cette aide pour la nourriture, la santé, pour éviter la diffusion, prévenir la diffusion du virus du sida par exemple, les épidémies, tout ça aura un effet majeur et pas sûr que les autres donateurs comme l'Union européenne vont nécessairement réussir à pallier à tout ça, même si la Chine, elle, peut se régaler parce qu'elle va pouvoir se substituer dans un certain nombre d'endroits aux Américains. Et pendant ce temps-là, Trump a des vraies priorités puisqu'il vient de créer un poste au sein de la Maison-Blanche pour empêcher la discrimination à l'égard des chrétiens aux États-Unis. On marche complètement sur la tête. Ce poste étant donné à une téléévangéliste complètement tarée exactement. De Floride. Bref, tout est un peu sans dessus-dessous, mais il y a quand même des raisons je ne sais pas si c'est de se réjouir, mais une forme de résistance qui se met en place petit à petit. Notamment, ça aurait pu être notre point belgitude du jour, c'est la nomination fort cocasse de Brian Driscoll, dit Dries, un opposant de Donald Trump, à la tête de non moins que le FBI. Donc le précédent directeur du FBI a démissionné en novembre après l'élection de Donald Trump. Il devait être remplacé par un fidèle de Trump un peu plus tard, mais Kash Patel, un fidèle soutien du président et un membre adepte des théories complotistes QAnon. Oh oui, pourquoi pas. Bah oui, voyons. Hein. Mais en attendant, il fallait nommer un directeur par intérim. Donc, voilà, c'est chose faite très rapidement. Donald Trump a une liste, sauf que le jour de la nomination, ce n'est pas le nom de Robert Kissin qui apparaît, mais celui de Brian Driscoll, qui devait être son premier adjoint, qui apparaît sur le site du FBI et qui semble avoir été aussi inscrit dans les textes officiels de nomination. Oups, un petit peu de résistance. Et Brian Driscoll est donc un opposant farouche à Donald Trump et à sa politique, même si pour lui, son principal problème, c'est d'amener de l'idéologie dans le FBI, alors que le FBI devrait rester une agence indépendante et transparente. Mais enfin bref, il a déjà annoncé que son service ne donnerait aucune information au DOGE, le fameux département dont Max vous parlait il y a quelques temps, tant que lui serait directeur. Il a rappelé les nombreuses victoires, notamment, et là, une forme de caresser l'électorat de Donald Trump dans le sens du poil, en disant que le FBI avait remporté des victoires monstrueuses, notamment contre les cartels de la drogue au Mexique. Notamment, il avait fait extrader un certain nombre de prisonniers. Et puis, lui a un CV, j'ai envie de dire, à rallonge, qui montre qu'il ne fait pas ça juste par plaisir, mais par réelle conviction que le FBI doit rester indépendant. Et donc, notamment, le nouveau président a réclamé, on vous en avait parlé, je crois, la dernière fois, les noms des 6000 agents qui avaient enquêté sur lui ou ses proches au cours des dernières années, que ce soit pour l'assaut du Capitole le 6 janvier ou sur sa résidence, on pourrait parler de l'assaut de sa résidence par le FBI. À Mar-a-Lago. Le raid de Mar-a-Lago, où ils avaient notamment trouvé des documents
confidentiel. Et donc, voilà, le FBI a envoyé une liste avec effectivement le titre, la fonction, le rôle de chacun des... Mais pas les noms. C'est ça, voilà, de chacun des agents du FBI concernés, mais sans leur nom. Voilà, on verra comment ça va tourner, puisque on n'imagine pas que Kash Patel ne soit pas à un moment donné nommé. En attendant, ça met quand même un peu de baume au cœur dans tout ce sans dessus dessous et ce bordel intégral. Ouais, merci beaucoup. Bon, on vous parlera peut-être la prochaine fois de ce qui se passe par rapport à l'Ukraine, notamment parce que Donald Trump continue de vouloir mettre fin à la guerre, entre guillemets, rapidement. Il va recevoir Zelensky la semaine prochaine à Washington. Il devrait aussi parler à Poutine. Il se dit qu'il y aurait un discours qui serait fait en marge de la conférence de Munich mi-février. Donc, affaire à suivre, ça sera pour notre prochain podcast. Et puis, pour vous donner encore une petite information, on a deux choses importantes. D'une part, un retournement de situation avec beaucoup plus de contre-offensives ukrainiennes depuis les dernières semaines. Et d'autre part, un président Zelensky qui a annoncé être prêt pour la première fois à discuter directement avec le Kremlin. Comme tu le disais, Max, ça nous fera de quoi vous parler pour notre prochain podcast. Alors on s'arrête là pour notre saga Trump, mais rassurez-vous, et malheureusement, ça continuera dans nos prochains podcasts. Et on passe tout de suite, enfin, au gouvernement belge. Guillaume. Effectivement, notre deuxième sujet d'actu, qui va déraper sur un sujet belgitude un peu plus tard, c'est le gouvernement belge. Habemus gouvernementum, habemus premier ministrum, habemus tutum. Donc la Belgique est un peu sans dessus dessous aussi, puisque voilà 8 mois que les élections ont eu lieu, le 9 juin dernier, et nous voilà enfin avec un gouvernement en place, en exercice, qui était confirmé par la Chambre, sous la houlette de non moins que le nationaliste Bart De Wever, président de l'Alliance néo-flamande, qui va devoir se livrer à un exercice d'équilibriste entre ses positions et son électorat, qui sont plutôt pro-indépendance flamande, et puis le fait qu'il soit Premier ministre de l'ensemble de la Belgique, d'une Belgique unie, et qu'il gouverne avec des partis qui, dans leur intégralité, à l'exception de la NVA, sont contre l'indépendance de la Belgique. Alors, il a monté la coalition Arizona, c'est la toute première dont on avait entendu parler dès le 9 juin. On savait que la solution la plus simple, c'était celle-là. On nous avait vendu à l'époque qu'en 2 semaines, il y aurait un gouvernement, que tout serait monté. Comme d'habitude en Belgique, on ne peut pas s'empêcher de céder au drama, donc il a fallu 8 mois pour en arriver à un conclave final il y a 10 jours entre les partis où voilà, chacun prétend dormir sur un lit de camp, débarque le matin, pas brossé, pas caféiné, rien du tout, pour parler aux interviews, etc. Georges Louis Boucher, le président haut en couleur, un peu sans dessus dessous dans sa tête aussi, du MR, qui comme d'habitude vient mettre des pseudo-coups de pression à ses partenaires, quitte à les lâcher au dernier moment, comme ils l'ont fait dans d'autres endroits et à d'autres niveaux de la politique. Mais on en est là, on a un gouvernement, on a 14 ministres, alors c'est essentiellement des ministres hommes, puisque nous n'avons que 3 femmes le gouvernement précédent était paritaire, celui-là il n'y a que 3 femmes, ce qui a commencé déjà à faire réagir. Alors ce gouvernement, il faut savoir qu'il regroupe des partis extrêmement divers, il regroupe la NVA, je disais, plutôt socialement modéré, mais au niveau de l'immigration, de l'indépendance très, très à droite. Il regroupe le Parti socialiste flamand, le mouvement réformateur, pseudo-libéral plutôt très à droite, les engagés francophones également plutôt à droite, on va le dire aussi, dont les couleurs de ces partis forment le drapeau de l'Arizona, d'où le nom. On va parler avec ce gouvernement de la politique migratoire et des dépenses publiques qui seront durcies. On va parler de la position de la Belgique sur l'Europe notamment, puisque Bart De Wever se positionne comme un conservateur pro-européen. Il augmente le poids du groupe réformiste et conservateur ECR au niveau européen. C'est le groupe aussi de Giorgia Meloni notamment. On marque cette orientation conservatrice pro-européenne. C'est aussi le groupe d'ailleurs de Viktor Orban, mais on va dire que c'est un peu c'est devenu même le bouton noir de son propre groupe. On a un soutien affirmé à l'OTAN avec la volonté de la Belgique d'augmenter son budget militaire de 2%,
pour arriver aux exigences de l'OTAN. On a un soutien... À 2%. Oui, pardon, à 2% parce qu'ils du PIB. Ils stagnent quand même à 1%, quelque chose, 1,2 depuis très longtemps. Seulement, ils n'avaient pas acheté des F-15. 35. Des F-35. On a un soutien à l'Ukraine contre la Russie, même si... Et puis, il y a une critique qu'on retrouve chez beaucoup de partis conservateurs, y compris au sein du Parti populaire européen, de l'agenda, le Green Deal, l'agenda vert européen. Alors, il inclut des réformes, je le disais, très conservatrices en matière d'immigration, avec la réforme de la directive retour pour les migrants en situation irrégulière, et puis des durcissements pour toutes les autorisations pour les demandeurs d'asile, une limitation des aides sociales accessibles aux migrants. Là, on est donc en plein dans quelque chose qui flatte l'électorat sans doute de Bard-de-Wever et du mouvement réformateur. Au niveau du budget, je le disais, on parlait d'arriver à 2% pour l'OTAN, mais pour le budget de la défense, tout en limitant le déficit public, puisque le déficit public de la Belgique aujourd'hui, c'est 4,6% du PIB, un des pires d'Europe. Le gouvernement doit proposer un plan pour réduire ce déficit tout en répondant aux exigences de l'Union européenne. L'objectif étant d'économiser 20 milliards d'euros, notamment via des coupes dans les dépenses publiques, les retraites, le chômage, une augmentation de l'âge d'accès à la retraite, de rendre plus difficile l'accès à la retraite anticipée, limité à 2 ans notamment l'assurance chômage, la possibilité de bénéficier de l'assurance chômage, tout ça c'est sur la table et ça sera mis en place dans les mois qui viennent. Alors, je dérape sur un petit point belgitude, puisque on est un peu dans une forme de belgitude. Il y a quelques années de ça en arrière, les Verts, sous la pression des Verts, le gouvernement belge avait voté la sortie du nucléaire. Malgré, à l'encontre de tout ce qui se disait à l'époque au sujet de la survie énergétique de la Belgique à moyen terme et surtout son autonomie, le gouvernement actuel a donc annoncé qu'il prolongerait les réacteurs de Doel 4 et Dianche 3 jusqu'en 2045, alors qu'elle était initialement prévue en 2035. Ce que cache cette prolongation, c'est aussi de donner le temps au gouvernement pour lancer la construction officiellement de nouveaux réacteurs nucléaires. La Belgique ne sort plus du nucléaire, isolant encore un peu plus l'Allemagne dans ce combat que le pays a mené. On a en parallèle une volonté aussi de la France de remettre sur la table le fait que l'énergie nucléaire est une énergie verte. Et donc, on rentre vraiment dans cette volonté d'utiliser le nucléaire comme une énergie qui peut aider le pays à être au moins partiellement autonome en énergie. Il y a eu des dépenses, j'ai pas les chiffres ici, je pourrais vous les retrouver pour un prochain podcast, mais assez monstrueuses en achat tous les ans d'électricité dans des pays voisins. Ça, c'est très bien pour les pays voisins, notamment la France, mais de fait, ça rend les choses compliquées. On vous en a parlé dans notre point belgitude de la semaine dernière. On est sur l'utilisation de moteurs de 707 quand même, Boeing 707 pour produire de l'électricité. C'est un peu le sans dessus dessous, quoi. Le monde à l'envers, sachant que ces moteurs ne fonctionnent pas à la poussière d'onge, mais bien au pétrole. Exactement. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce point belgitude. Et comme d'habitude, on passe tout de suite à notre rubrique vie de couple. Est-ce que notre vie est vraiment sans dessus-dessous, Guillaume ? Oui et non. Comme dirait un célèbre humoriste belge. Elle est dessous, parce que j'ai été à la piscine ce matin, donc c'est parce que la piscine XL a rouverte enfin. Et ça, j'ai été dessus. Max était dessous. Exactement. Et alors, cette piscine ? Ah bah très bien, très chouette. Ça pourrait faire un point belgitude aussi. Les travaux de la piscine d'XL. Oh mon Dieu. On vous en avait déjà parlé, je crois, 5 ans. Ouais, 5 ans, ils en annonçaient 2. Comme d'habitude. Manque plus que le musée d'XL qui est à 2 pas de chez nous. Et puis on aura récupéré tous nos services publics locaux. Hein. Exactement. Ouais, non, mais une très belle piscine en tout cas, bien restaurée. Alors c'est une piscine un petit peu particulière parce que en fait les cabines se situent autour du bassin. Donc c'est assez particulier parce que vous enlevez vos chaussures, vous passez le pédiluve et ensuite vous marchez tout habillé autour de la piscine à la première cabine disponible. Comme vous laissez vos affaires dans la cabine, vous claquez la porte. Et puis quand vous avez fini de faire votre petit tour dans la piscine, vous demandez au maître nageur de venir vous ouvrir la porte de la cabine. Bon, du coup, c'est pas très très sécurisé parce que n'importe qui pourrait en théorie venir ouvrir votre cabine pour vous. Mais bon, j'imagine que ça fonctionne parce qu'ils ont gardé le même système. C'était déjà le système qu'il y avait à l'époque. J'imagine qu'ils n'ont surtout pas trouvé mieux pour non, mais ça évite d'avoir une clé ou un code ou un truc aux pattes. Ils pourraient faire des badges. Des bracelets badges que tu rends... beaucoup plus compliqué à gérer par rapport en termes de coût également. Mais enfin, en tout cas, voilà.
première baignade dans cette piscine depuis sa réouverture fin décembre. C'était une très 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 belle nouvelle. On fait du sport. Exactement. Oui. Du coup, j'ai pu regarder la verrière pendant que j'étais en train de nager, puisqu'il y a une belle verrière au-dessus. Prendre le mur quand même. Ah, oups, désolé. Exactement. Voilà, quoi d'autre? On a plutôt un rythme sympa depuis qu'on est rentré, en fait. On profite. On voit du monde tous les week-ends. On sort régulièrement. On a fait un atelier cocktail, je ne sais plus si vous en avez parlé. La semaine prochaine, on fait une dégustation de vin et fromage. Ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette, hein. Et on a été à l'Indien au bout de la rue. Encore une très belle expérience. Voilà, on a plutôt confirmé qu'on aimait bien cet endroit. Donc très sympa. Faites-nous signe quand vous êtes là. On ira avec vous à l'Indien avec plaisir. Bon, il faut réserver un petit peu en avance. Ou alors... avoir un peu de chance. Avoir un peu de chance. Comme Max qui appelle à 18h. Bonjour. Ah oui, on a trouvé de la place pour deux. Il est formidable, ce Max. Exactement, je suis formidable. Et puis on a réussi quand même à faire finaliser notre livre de notre voyage. Donc si vous venez nous voir, vous aurez la chance de pouvoir feuilleter le livre. Bon, vous allez peut-être pas lire tout parce que finalement il fait quand même plus de 350 pages. Oupsie. 190. Voilà. Bon, c'était le voyage d'une vie, on vous l'a dit. Donc 700 photos. Donc voilà. Mais les photos sont Mais je suis belles. très très fier de ce livre, franchement. On y a passé quelques soirées pour le mettre en œuvre. On a utilisé la fonction livre de Polar Steps. Pour faire ça, on a découvert Polar Steps pour ce voyage. Je pense que c'est une découverte qu'on va... On peut remercier Sandra. Merci Sandra. Big up. C'est une découverte qu'on va réutiliser dans nos prochains voyages. Mais on a pu utiliser aussi la fonction livre qui vous crée automatiquement un livre avec les différentes étapes de votre voyage. Et puis après, voilà, vous avez votre base, donc c'est quand même vachement plus simple après de pouvoir supprimer une photo, en rajouter une autre, changer les textes. Voilà, il y a un petit peu de choses qui sont imposées. Donc voilà, c'est comme ça, on s'est retrouvé avec un livre qui plairait beaucoup aux indépendantistes calédoniens, puisque on se retrouve le livre nous positionne une fois en France, une fois en Nouvelle-Calédonie, une fois en France, une fois en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est à peu près la seule chose qu'on n'a pas réussi vraiment à maîtriser. Pour le reste, c'était vraiment, vraiment très chouette ce qu'on a fait. Et donc, voilà, si vous nous croisez cet été, on l'emmènera peut-être avec nous. Sinon, il faudra venir le voir ici parce qu'il pèse quand même un peu son petit poids. Son âne mort. Ouais. Non, on ira quand même peut-être le montrer à ta mamie. Peut-être, mais ça c'est pas pareil. Voilà. Voilà, il y en a qui ont des petits accès. Il y en a qui ont des passes droits. Des passes droits. Mais voilà, mais sinon on arrive à profiter de nos week-ends. Encore. Moi je recommence à travailler. J'ai refait des pizzas. La semaine prochaine. Ah oui. Elles étaient délicieuses. Voilà. Bon, il fait pas. Aujourd'hui il fait un peu plus chaud, mais alors, sinon cette semaine on s'est un peu gelé les miches quand même. Mais pas trop de pluie, donc ça allait. Et puis voilà. Et puis au boulot, ça a bien repris, hein, on est à fond. Tout à fait. Et moi, je reprends la semaine prochaine à travailler le week-end, notamment le samedi, en principe pas le dimanche, mais bon, voilà, ce sera une longue période qui me laissera quand même, à partir de mi-avril, un peu plus de souffle jusqu'en théorie au mois de décembre. Hein, donc, bon, c'est correct. C'est correct. Et bien voilà pour cette rubrique Vie de couple qui est un petit peu courte aujourd'hui. Et puis comme ça, on peut finir sur une dernière rubrique. Mais oui, Max, tu vas nous parler de l'intelligence artificielle à la française. Alors, on est sans dessus-dessous et en même temps, pas tant que ça. Exactement. Alors, vous le savez peut-être, vous en avez peut-être entendu parler à la radio ou à la télé. Il y aura en fin de semaine, un sommet de l'intelligence artificielle en France. Et du coup, on s'est dit qu'on allait en profiter pour vous faire un éclairage sur le meilleur et le pire de l'IA française. Parce que il y a eu un petit scandale, un petit fiasco avec Lucie. Ah, Lucie. Alors c'était l'IA, si je ne me trompe pas, qui avait été créée et sortie à grands frais par l'Éducation nationale, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est un petit peu un raccourci. Bon, Lucie, en fait, c'est un projet d'intelligence artificielle générative qui est né de la collaboration entre une entreprise privée, l'Inagora et le CNRS. Ça s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement public France 2030, qui soutient la compétitivité. Ça a été développé avec la communauté OpenLLM France, donc c'est-à-dire la communauté open source autour des grands modèles de langage génératifs. L'idée, c'était de créer une IA open source qui soit alignée sur les valeurs européennes, avec un développement technique appuyé par l'expertise scientifique du CNRS. Alors, Lucie a vite été présentée comme un modèle d'IA développé en particulier pour l'éducation nationale.
C'est sans doute une des applications possibles, mais je suis pas, j'ai pas, comment dire, dans ma recherche rapide, j'ai pas trouvé que c'était seulement pour ça qu'elle avait été créée. Mais à sa mise en ligne, du coup, il y a pas mal de gens qui ont essayé de poser des demandes simples, par exemple des calculs pour voir qu'est-ce que ça valait, puisque ça serait utilisé dans des écoles, mais aussi des questions farfelues, par exemple, parle-nous des œufs de vache. Et là, clairement, ça a été un échec, à la fois pour les calculs et à la fois pour les œufs de vache, puisqu'elle a commencé à inventer des choses. Bon, c'est pas la première fois qu'on a des hallucinations. Il y en a eu sur tous les modèles d'intelligence artificielle, mais c'est vrai que du coup, pour l'IA présentée comme l'IA développée au profit de l'éducation nationale, ça craint. Du coup, l'inventeur de Lucie, il a dit en fait, Lucie, elle est toujours en développement, et puis il a reconnu qu'il n'avait pas non plus mis les garde-fous nécessaires pour une utilisation en particulier dans l'éducation nationale. Après seulement quelques jours, le 25 janvier, Lucie a été déconnectée et les tests vont se poursuivre, mais avec un nombre restreint d'utilisateurs. Alors, s'il est clair que Lucie n'était pas au point, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas dans l'avenir. On se rappelle que ChatGPT, il a eu beaucoup d'hallucinations avant de devenir plus précis, plus fiable. Et ça, c'est parce que... Comment on fait quand on a en tête, on essaie d'imaginer une IA avec une hallucination. Non, mais ça veut dire qu'en gros, il invente... Je vois un ordinateur avec une grosse bulle au-dessus et plein de points d'interrogation. Quand il sait pas, il invente. Et tout ça, c'est parce que la technologie des grands modèles de langage, donc LLM, elle est basée sur la prédiction du mot qui viendra après un autre. En gros, c'est pas un savoir brut, mais c'est une réponse qui est basée sur la plus grande probabilité que ce soit la meilleure réponse. Du coup, ça demande beaucoup d'investissement et des bases de données colossales pour arriver à être le plus juste possible. Et c'est pour ça que les modèles d'intelligence artificielle de LLM, les plus fiables, pour une utilisation professionnelle, ils sont en réalité focalisés sur un domaine précis, où elles agrègent du savoir spécialisé et elles apprennent au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on arrive à trouver des modèles qui sont particulièrement pertinents dans différents domaines, par exemple la médecine, dans le domaine légal ou même dans un domaine créatif. Alors pour le grand public, eh bien c'est les grands modèles de type ChatGPT d'OpenAI ou Gemini de Google qui sont les plus connus. Ils nécessitent énormément de ressources parce que du coup ils doivent acquérir un savoir qui est finalement sur tout. Mais la France n'est pas en reste. Parce que on a Mistral. Mistral, c'est une start-up française qui a été créée en 2023 par 3 entrepreneurs, Guillaume Lampel, Timothée Lacroix et Arthur Mensch. C'est des gens qui sont assez connus dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisqu'il y en a 2 qui viennent de Meta, et le 3e avait travaillé pour le laboratoire de Google dédié à l'intelligence artificielle DeepMind. Alors depuis son lancement, Mistral a réussi à lever progressivement des fonds, on en a parlé, ça demande beaucoup d'argent, et il a dévoilé près de 7 modèles différents, dont plusieurs sont disponibles en open source. Alors la startup, elle n'a pas quand même la même envergure que ses rivales américaines, puisque Mistral aujourd'hui est valorisé à 5,4 milliards d'euros, alors que OpenAI frôle les 157 milliards d'euros, et Anthropic, qui développe le modèle Claude, en pèse près de 60 milliards. L'enjeu, c'est effectivement maintenant que Mistral ne soit pas racheté par les entreprises américaines, et jusqu'ici, ça fonctionne. On va croiser les doigts et toucher du bois, parce que Mistral continue sa lancée de manière indépendante. Elle a des capital risqueurs, elle a des grands investisseurs qui la soutiennent, et elle a aussi pas mal de clients, y compris aux États-Unis. Donc ça, c'est assez chouette. Alors la nouveauté, c'est que leur équivalent de ChatGPT, le chat de Mistral, est désormais disponible sur tous vos téléphones Android et Apple. Et donc, vous pouvez les télécharger. L'intérêt, c'est que le chat, il source ses réponses. C'est-à-dire que quand il vous donne une réponse, il vous indique lesquelles sont les sources et vous pouvez aller les consulter. Donc ça, c'est quand même vraiment une bonne nouvelle parce que on évite justement ces hallucinations et on peut être un peu plus sûr d'où viennent les réponses. Et on vous invite, pour soutenir l'intelligence artificielle européenne et française, à tester Mistral sans délai. Et si vous avez Free Mobile, à partir du 10 février, vous aurez accès gratuitement pendant un an à la version Pro, parce que en particulier le fondateur de Free,
Xavier Niel, est un soutien, un investisseur de Mistral. Donc il a, j'imagine, négocié ça. Et puis ça permet aussi à Mistral de développer sa base de clients c'est ça, en fait, payants. j'allais dire, c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant pour tout le monde. Exactement. Très chouette, merci beaucoup Max pour ce petit sujet tech de fin de podcast. C'est déjà la fin de ce 10e épisode. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous n'avez pas la tête trop sans dessus-dessous. Et si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très très heureux de continuer à vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, une note sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, un like sur YouTube ou Twitter ou un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode, prenez soin de vous et des autres et gardez votre équilibre pour ne pas devenir sans dessus-dessous.